on le disait, la destruction de ce barrage a également surpris du côté russe, à commencer peut-être par ces soldats en poste sur cette partie du front. Regardez ces images qui vont apparaître, ces militaires les pieds dans l'eau. Visiblement, ils ont été surpris et surtout, ils n'ont absolument pas eu le temps de se replier. Même leur hiérarchie semble les avoir abandonnés. Parcours très difficile pour ces soldats. Regardez, pour essayer de retrouver la terre ferme. Témoignage à suivre d'un capitaine Anne, un capitaine ukrainien qui parle du sort de certains d'entre eux. Oui, il était présent lors de la montée des eaux et il témoigne. Il s'exprime justement sur le sort de ces soldats russes. Écoutez. Mardi matin, personne du côté russe n'a pu s'enfuir. Tous les régiments que les Russes avaient de ce côté ont été inondés. Les positions de l'ennemi sur les rives de la rivière ont également été inondées. Vous devez comprendre que les positions de l'ennemi ne sont pas seulement des tranchées, mais aussi des maisons civiles ordinaires où ils vivaient. Oksana Melnichouk, on voit que les Russes sont même prêts donc, à piéger leurs soldats en fait, pour arriver à ce qu'ils voulaient, si tant est que ce soit les Russes qui aient commis cette explosion. Mais vous savez, c'est une tactique soviétique bien connue, hein, même pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y a 41, il y a 44, en 43, 2 fois, il était explosé une autre station qui est un peu plus haut, qui est une fameuse station de Dnieproguetsk, qui est encore beaucoup plus puissante que celle de Kakhovka. Donc c'est vraiment dans leur truc. Oui, c'est vraiment dans 41, leur style. ça, hein. Oui. Fin août 41. Mais ce qui est pire, c'est qu'ils ne laissent pas partir les gens, la population civile. Ils ont monté les blocs-postes pour ne pas faire partir les gens qui pouvaient s'évacuer par leurs propres moyens. De l'autre côté aussi, qu'on dise que les militaires russes, à l'époque, ils ont récupéré tous les bateaux, parce que les gens qui habitent dans les régions comme ça, dans les maisons privées, ils possèdent quelques petits bateaux, quelque chose pour nager, pour faire la pêche. Et en fait, tout était réquisitionné. Donc, on a l'impression qu'ils sont préparés pendant très longtemps. Et c'est la politique aussi. Ils s'en foutent de leurs propres troupes militaires, mais c'est pour inonder les zones évacuées. Parce que s'il y a 16 000 personnes côté ukrainien, le reste, c'est quand même 24 000. Ce sont les gens qui sont vraiment bloqués, ils ne peuvent pas bouger. Et notre président, elle a fait un appel aux organisations internationales pour quand même évacuer la population qui est sur les zones occupées. En tenant compte de cette histoire que vous nous rappelez, et également du secret, peut-être général, du fait que les Russes ne veulent pas qu'on sache que le coup a été décidé à Moscou, c'est quelque part, en étant cynique, normal de ne pas prévenir ces soldats. Si vous prévenez vos soldats qu'il va se passer quelque chose, ça vous désigne. Oui, peut-être, mais enfin, il y a une limite à ça. Parce qu'on peut mettre en alerte ses troupes de manière à faire en sorte qu'ils puissent partir. Oui, vous avez raison. Si on tue ses propres soldats, on se dit c'est pas soi. Je ne sais pas si le cynisme peut aller jusque-là. Je ne suis pas sûr, quand même. C'est ce que vous avez l'air de nous dire. Hein. Enfin, je ne sais pas. Denis Il y a certes un certain point de cynisme dans tout ça, mais moi je dirais plutôt qu'il y a une manque d'organisation dans l'armée russe. Et ça, on le sait bien. Il y a des décisions qui sont prises à Moscou, notamment des décisions comme ça. On peut imaginer que la décision de faire exploser les barrages, s'il était prise par les Russes, donc c'était prise au plus haut niveau. Par contre, les soldats et même les généraux qui sont sur place, pas des généraux mais des officiers, n'ont pas pu être mis au courant parce que eux, ils sont même pas au courant du fait que la Russie va exploser un jour ce barrage. Donc oui, effectivement, il y a un certain manque d'organisation qui est pourtant qui n'a rien de nouveau également, parce qu'au début de la guerre, je vous rappelle, il y a eu des exercices militaires et si jamais l'armée russe aurait pu être un peu mieux préparée, aurait pu un peu mieux se communiquer au début de la guerre, c'était à la fin de la guerre, ce ne sera pas du tout pareil pour les Russes. Mais il y a eu toujours un problème de communication du haut vers le bas et du bas vers le haut. C'est assez mal foutu. Il n'y a pas de délégation. Et donc, effectivement, le temps que l'information remonte et descende, on sait que depuis le début, c'est une faiblesse du commandement russe. Surtout que c'était passé dans la nuit. Et dans la nuit, on sait que. Donc, on peut imaginer que ça fonctionne beaucoup moins bien que pendant les journées également. C'est vrai que ça nous surprend. C'est uniquement un problème d'organisation. Les Russes arrivent à abattre leurs propres drones, leurs propres avions, à faire des tirs à mi sur leurs propres tanks. Donc, tout est possible. Ce qui est intéressant quand on voit ces images, c'est que effectivement c'est une preuve que ce ne sont pas les Russes. Quand on les voit, on se dit bah non, ça peut pas être les Russes puisqu'ils laissent se noyer ou évacuer dans des conditions. Alors vous étiez avec nous hier sur ce plateau et dès hier vous aviez repéré ces images. Oui, ces images sont arrivées assez vite et là on se dit ils sont allés jusque là, mais
tout aujourd'hui laisse à penser que ce sont les Russes qui ont fait exploser le barrage et qu'effectivement, après 2 solutions, soit l'évacuation de leurs propres soldats sur la rive gauche du Dniepr n'est pas dans leur problème immédiat, soit, moi je vous rejoins tout à fait, les ordres n'ont pas été bien transmis, puis fallait peut-être pas les transmettre trop vite, notamment pour ne pas montrer que c'était les Russes, donner une preuve que c'était les Russes qui avaient fait sauter le barrage. Après, les Ukrainiens sont pas très loin dans la région, c'est-à-dire qu'ils sont Ils sont en à face. quelques centaines de mètres en face. ils sont à 3-4 km. 3-4 kilomètres, mais Puis il y a une zone mais ils marécageuse qui est s'observent. très profonde quand Ils même. s'observent. Donc un retrait des unités russes dans la région aurait peut-être, en cette période, Ouais, mais ça changeait pas grand-chose pour les Ukrainiens, parce qu'à part déclencher l'évacuation des populations, si on avait un doute que le barrage allait sauter et libérer ces millions de mètres cubes. Non, mais ça aurait peut-être pu ça ne changeait alerter pas en tout grand-chose. cas qu'il allait se passer quelque chose. de toute façon, le gros des lignes de défense russes sont hors d'eau. Toutes les pièces d'artillerie et tout ça sont sur des terres qui sont surélevées, qui doivent être à peu près à la cote plus 10, plus 15, en arrière de la rive gauche. Ça m'étonnerait qu'on voit des pièces d'artillerie inondées. Par exemple, là, on voit des soldats qui devaient être en patrouille, qui pataugent dans la flotte, qui vont rejoindre leur compagnie. On ne sait pas s'il y aura des victimes ou pas. A priori, c'est pas évident qu'il y ait énormément de victimes. Il n'y a pas vraiment raison. S'il y en a, je pense qu'on ne sera pas au courant. On est sur une inondation où l'eau monte très très lentement. Et d'ailleurs, on en parlait hors plateau. Elle commence à redescendre à Nova Kakhovka, puisque tout ce qui était dans le lac de retenue, en fait, c'est déversé. Entre Zaporizhzhia et Nova Kakhovka, c'est déversé. Et maintenant, la crue se poursuit en aval vers la sortie de la mer Noire. Et comme la rive gauche était minée, maintenant il y a beaucoup de mines, il y a beaucoup de mines qui qui se baladent, flottent, qui explosent au fur et à mesure qu'elles rencontrent. qui vont n'importe où et c'est très difficile de les récupérer. Ça, c'est un vrai danger. Elles vont se déposer n'importe où. Denis. Quand on parle de rive gauche, il faut aussi comprendre que c'est une rive qui est beaucoup plus bas que la rive droite. Effectivement, c'est pour ça que vous voyez ces images que vous venez de montrer pour des soldats qui n'ont pas été mis au courant, qui sont très bas. Par contre, sur la rive droite, on n'a pas forcément les mêmes effets. C'est l'effet qui est un peu, pas limité, mais beaucoup plus lent. Il y a quand même des inondations dans des quartiers résidentiels, les quartiers bas de Kherson, la ville elle-même étant à 47 mètres d'altitude. Je vous rappelle aussi une fait que encore il y a quelques jours, on parlait toujours de ce qui se passe à Belgorod. Et on dirait aussi que c'est une situation, donc ces attaques des soldats de nationalité russe qui font partie de l'armée ukrainienne, cette attaque-là mettait très mal à l'aise la Russie. Donc on essayait un peu de combattre cet effet dans les communications. Et maintenant, on parle de cette barrage-là, mais on parle très peu de ce qui se passe à Belgorod. Beaucoup moins de ça. Effectivement. Alors justement, on va se placer dans la peau d'un citoyen russe, d'essayer de voir ce qu'ils connaissent de ce qui s'est passé, de ce barrage qui a en partie explosé. Comme on pouvait s'y attendre, l'information, vous allez voir, tourne en boucle dans les médias d'État, hier en prime time dans les talk-shows propagandistes. Voilà ce que l'on pouvait découvrir. Séquence. Souvenons-nous du fameux concept proposé par le think tank américain, la Rand Corporation, qui consistait à étendre à l'excès les forces de la Russie pour la déséquilibrer. En fait, l'un des éléments, comme cette attaque terroriste massive, je suis convaincu qu'elle a été planifiée par Washington et Londres. Je pense qu'il faut avant tout chercher l'empreinte britannique, avec la combinaison des capacités présentes en Ukraine, qui a conduit à ce qui s'est passé aujourd'hui. Il s'agit donc d'une responsabilité directe des autorités de Londres et de Washington. Et nous devons appeler les choses comme elles sont. Denis. Je ne vais même pas commenter ce qui a été dit parce que quand on allume les télévisions russes, écoutez, quand on allume les télévisions russes, toujours Londres et Washington qui sont coupables. Quoi qu'il se passe en Russie, les situations à Belgorod, c'est Londres qui a fourni des armes, donc ce sont des Américains ou des Anglais qui sont coupables. S'il y a des drones qui volent au-dessus de Moscou, c'est aussi les Américains qui ont envoyé ce drone. Donc effectivement, ça c'est un député, donc on le connaît très bien sur le plateau. Lui, il est toujours un peu dans le surenchère. Puis vous avez aussi des personnes qui sont un peu plus raisonnables en quelque sorte, qui disent que oui, effectivement, ce sont des Ukrainiens qui ont explosé ce barrage-là, mais il ne faut pas aller plus loin dans cette surenchère, qu'il ne faut pas que ça nous rentre direct dans la Troisième Guerre mondiale. Donc on est toujours un peu dans le même jeu de communication. Donc la réaction que vous venez de voir sur les télévisions russes est en quelque sorte logique, mais là aussi, tout le monde essaie de garantir sa survie politique, même si ces personnes-là, j'en suis sûr, ils savent strictement rien sur ce qui s'est passé. Est-ce que les gens sont critiques
Est-ce que tout ça passe dans la population? Est-ce que les gens se rendent compte quand même? Il y a de plus en deux plus genres de population en Russie. Il y a ceux qui regardent la télévision russe, même pas peut-être uniquement la télévision, mais mettant des chaînes télégrammes propagandistes. Eux, est-ce qu'ils croient à ce qui est dit? Plutôt, oui, c'est plutôt vrai. Quand on voit des sondages qui sont pas indépendants, mais à qui on peut faire de plus ou moins confiance, bien effectivement, ils croient à cette surenchère. Et surtout que, vous voyez, au début, c'est un peu difficile de croire que la Russie est attaquée par le temps. Maintenant, quand vous voyez des armes qui ont été fournies par l'Occident, c'est aussi à cause de l'Occident que l'Ukraine tient dans cette guerre. Bien effectivement, c'est un point de vue qui est assez facile à vendre pour les télévisions russes. Ouais. Donc, effectivement, Ça peut pas être on voit l'Ukraine toute seule, en imagine fait. qu'une partie qui croit, effectivement. Pour les ce n'est Russes, pas- il est impensable d'enchaîner les défaites, les déconvenues sur le champ Enfin, de dans la bataille. réalité, Xavier, on est bien d'accord, face c'est pas l'Ukraine toute seule. À la petite Ukraine, en fait. Il faut forcément que ce soit le reste du monde occidental ligué contre la Grande Russie, parce que la Grande Russie ne pourrait pas perdre une once de territoire Sans soutien. face à l'Ukraine, qui n'est même pas pour le Kremlin, je parle pas pour les Russes dans leur ensemble, qui n'est même pas vraiment un pays, qui n'est pas vraiment une nation. Il y a une espèce de racisme sous-jacent dans ces émissions. Et puis dans ces émissions, on verra arriver aussi la théorie de nageurs de combat américains qui seraient arrivés par la mer Noire pour plastiquer le barrage. Ils vont tout nous inventer, évidemment, mais ça ne repose absolument sur rien. On verra ça demain matin.